Et ce qui est très flatteur, c'est évidemment l'invitation à l'ESSEC. Donc je peux commencer, je n'ai pas nécessairement besoin de mon PowerPoint. Vous avez fait allusion à quelques éléments de publication et vous ne sortirez pas évidemment de cette conférence sans avoir eu, j'imagine, les 3 flyers que M. Montaron, que je remercie également pour l'organisation de la matinée, a eu la gentillesse de mettre à disposition donc, sur les tables à l'entrée. Je vais en parler évidemment plus que de mesure, et donc ce sera aussi une publicité que je fais avec les ouvrages que j'ai amenés sur pièce, et donc dont vous pourrez éventuellement prendre connaissance à la fin. Le titre de l'exposé... De soi que vous en laisserez un exemplaire pour la bibliothèque d'Isis, qui pourra ainsi les mettre à disposition. Les historiens sont plus pauvres, la Sorbonne est misérable par rapport à un lieu qui a le mérite d'avoir une climatisation. Bon, elle n'est pas très bien réglée, mais je vous remercie de cette invitation, en tout cas, sympathique. Donc, la focale que je vais vous proposer, comme vous le voyez, est une focale de moyenne et longue durée. Et si, en Sorbonne, on s'intéresse en histoire, rassurez-vous, pour certains collègues, je ne fais pas d'histoire. Eh bien, si on s'intéresse à ces questions, il y a évidemment quelques enjeux contemporains lourds que le professeur Matt a rappelé. Et évidemment, c'est cette transition qui apparaît dans les temps contemporains et depuis quelques décennies comme évidente, finalement, entre une histoire modale, une histoire des transports, qui devient périmée, et une histoire d'enjeux transversaux que je vais tâcher de lister avec vous, et de lister au travers d'une forme dont vous jugerez de l'originalité, et finalement peut-être ne mérite-t-elle pas d'être ébrutée. Enfin, j'ai retenu le cadavre exquis. Le cadavre exquis à partir du mot mobilité, évidemment, au pluriel. Néanmoins, ce cadavre exquis n'est pas le cadavre exquis des surréalistes, car là, l'exercice serait vraiment trop risqué. C'est-à-dire que, psychanalytiquement, il serait analysé. Il n'y a pas de cela. Il y a véritablement quelque chose que je souhaite maîtriser, qui n'est pas de l'écriture automatique, et qui va tâcher d'associer avec chacune des lettres, des acronymes, finalement, du terme mobilité, quelques termes. Mais je voudrais rajouter aussi une question, une question problématique. S'agit-il d'une rupture historique ou au contraire d'une continuité? Et là, beaucoup de collègues historiens se retrouveraient dans cette question banale, bateau, que finalement l'on est à même de poser sur chacun des sujets. Ma réponse est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que je vais répondre 2 fois non. Il n'y a pas de rupture historique et il n'y a pas non plus de continuité. Donc on va vers quelque chose de différent, c'est indiscutable, et les quelques compétences que j'ai qui sont historiques, ou historiennes, c'est selon, eh bien peut-être guideront-elles vers une analyse prospective, qui n'est pas le propre, évidemment, de l'analyse historique. Alors, comme analyse, ce que je propose, c'est quelque chose qui a cours eh bien, dans des séminaires, autour d'un groupe qui s'appelle Passé, Présent, Mobilité, qui cherche eh bien, à creuser, par exemple, des éléments d'actualité. On a beaucoup parlé de Kyoto, on a beaucoup parlé de Copenhague, de son échec. On a beaucoup parlé on va beaucoup en parler de l'ajournement de la taxe carbone, etc. Mais je dirais qu'il suffit d'avoir une mémoire même pas longue, et de remonter au début des années 1970, et c'est évidemment à Rome, autour du Club de Rome, qu'il s'agit de voir et d'analyser aussi eh bien, les prodromes de cette réflexion, d'une mise en cause d'un mode de développement qui finalement est le mode de développement des sociétés industrielles et donc qui a 2 siècles. Et donc, dès 1970, les questions sont posées. Si l'on veut une date culturelle, vous allez voir que j'y fais une large part, ce serait 1968. Là, dès cette période, pour nos sociétés industrielles, post-industrielles, enfin vous êtes mieux à même que moi d'analyser ce phénomène, eh bien il y a un basculement indiscutable, un changement de paradigme, pour le dire en termes un peu pédants, pour le résumer également. On passe d'un modèle que je qualifierais vite de saint-simonien, de croissance, à un modèle qui n'est pas encore défini, et qui, dans lequel la décroissance apparaît comme, pour certains, une option. C'est l'option du succès, pour certains, de Copenhague. Mais à quel degré placer le succès de Copenhague? Est-ce que l'échec n'est de toute façon pas écrit d'avance dans ce type de conférence? Je laisse la réflexion s'ouvrir. Alors, la réflexion, elle est nourrie par des images dont nous sommes abreuvés, par des contrastes, par une perspective qui est liée eh bien, à la pluralité des mobilités planétaires. Et si je mets en contrepoint une modalité bien occidentale, bien parisienne, par ailleurs, bien parisienne intramuros, je m'intéresse au Grand Paris également, j'en reparlerai, je suis dans une équipe qui réfléchit d'architectes, il y a
évidemment dans le Vélib qui fait front au CNAM, parce qu'il est entré au CNAM, le Vélib, donc au musée du CNAM, dans le Vélib qui fait front à la Fort de Thé, eh bien comme un passage de relais, que certains souhaiteraient être un passage de relais. Évidemment, vous le savez tous, mais l'invention n'est pas là, l'invention est là. Plutôt elle est là, et puis dans le petit voyant vert. C'est ça la mobilité. C'est pas l'objet. L'objet vélo, bah, il n'a rien de surprenant. Voire même pour certains, même s'il n'est pas si bête, hein, loin de là. L'objet vélo, il est ancien, donc on le connaît. En revanche, le réseau, le système, lui, représente l'innovation dont vous parliez, l'innovation de service. Et donc, de ce point de vue-là, eh bien, on a une problématique occidentale. On peut y croire. Enfin, je vais faire semblant d'y croire. C'est-à-dire à ce basculement. Et puis, par ailleurs, vous avez les problématiques de pays émergents. De pays qui ont clairement dit à Copenhague des limites que nous ne sommes pas prêts à atteindre aujourd'hui. Et donc, une rue de New Delhi laisse songeur, un mode de déplacement au Kenya laisse également songeur. Et donc, dans ces deux cas, le choc et le contraste avec le vélo en libre service est culturel. Et de ce point de vue-là, j'aurais pu changer, mais évidemment, le séminaire que je fais en liaison avec l'école des ponts s'adresse plus à des ingénieurs techniciens. Là, vous êtes des économistes, on peut le dire. Voilà. Bon. Toutes les sensibilités sont représentées. Donc la complexité n'est pas qu'économique. Elle est culturelle. Et ceci, c'est un thème que je vais défendre très largement, et je le défends au travers désormais d'une collection que je dirige, et j'en suis très honoré, chez l'éditeur Descartes et compagnie, dont le premier volume était celui-ci, et vous en avez le flyer avec explicite peut-être sous les yeux les éléments d'une nouvelle carte du temps. C'est pourquoi il y a un jeu de mots sur la carte du désamour, évidemment. Le lac de l'indifférence a fait place au lac des controverses, le fleuve amour a fait place au fleuve diesel. Enfin, je vous laisse découvrir la manière dont nous nous sommes amusés à tâcher également de raisonner ce basculement. Est-il réaliste? Est-il crédible? Est-il valable à une échelle planétaire d'un soi-disant désamour de l'automobile? Et une bonne conclusion, je crois, c'est que eh bien, les constructeurs automobiles, s'ils acceptent de sortir, et ils le font, de leur tâche première de constructeurs, eh bien, ont un bel avenir devant eux. C'est-à-dire que si une certaine automobile, celle de papa, celle de grand-papa, est périmée, l'automobilité a de beaux jours devant elle. Donc il s'agit de réfléchir à de nouvelles données qui sont culturelles. Et donc le logo de Culture Mobile, le voici, et le livre que j'ai là, que j'ai récupéré hier, qui a été primé par le prix Jean Pain Automobile et Société l'an dernier, s'intitule La fin du pétrole, qui a déjà eu lieu, sous l'occupation. Donc il a fallu faire autre chose, dans l'urgence. Ça n'a pas forcément laissé de bons souvenirs. L'État a retrouvé un rôle régalien, évidemment, absolu, discréditaire, discriminant, parfois de façon totalement arbitraire. Et l'occupant était là, hélas, pour imposer ses dictates également. Et donc la fin du pétrole a déjà eu lieu. Et la manière dont cet historien Camille Mollès a analysé la manière dont on s'est accommodé finalement de la fin du pétrole pour tous, eh bien, est tout à fait intéressant. Donc je vous y renvoie, ça vient de sortir, et le bandeau, c'était pour le Salon des Livres, qui ouvre en fin de semaine. Alors comment est-on passé de nouveau contraste des images d'une automobile notre amie, d'une automobile que l'on promeut au travers des manufacturiers avec grand plaisir, hein. Il n'y a aucun second degré dans cette publicité Michelin de 1965 pour le pneu radial qui promet le plaisir de rouler à Paris en l'an 2000. Paris qui n'a plus rien de Paris, évidemment. Paris qui est simplement la Défense. Et on voit ce que la Défense est devenue dans une ère post-automobile, c'est-à-dire un espace essentiellement piéton en surface. Donc, cette logique-là, elle a échoué, et puis elle est entrée en collapse avec la logique de contestation. Et ceci, je vous prie de le croire, c'est un document d'archives. Je me suis arrêté, photographié sur la voie express rive droite, et donc je pense qu'elle est assez explicite, inutile de la décrire, d'être grossier. Donc je roule au pétrole en ville dans ma grosse bagnole, et donc I am a asshole, comme vous voyez, et il y a une contestation frontale, une contestation qui n'est pas que marginale, car dans l'espace médiatique, cette contestation a naturellement un écho qui est disproportionné. C'est aussi les leçons de mon histoire de l'automobilisme, et vous avez été sensible effectivement au titre, ce ne sont pas les mondes de l'automobile que j'étudie, moi je ne suis pas spécialiste des modèles, je suis spécialiste de ses usages. Et l'automobilisme, c'est authentiquement, à la fin du 19e siècle et à la charnière du 20e siècle, un terme qui est employé pour le Congrès international d'automobilisme,
Et en 1900, on réfléchit eh bien, à la manière de faire circuler des voitures et donc d'imposer un système universel à partir d'une centralité qui est parisienne. Et là, il y a un dynamisme qui est tout à fait spectaculaire autour de l'Automobile Club de France, le premier du monde à organiser les premières courses, le premier Grand Prix, le premier salon et différentes autres premières. Et donc, c'est un phénomène profondément parisien. Et il est bon que les constructeurs automobiles en aient la longue mémoire, et que l'État également en ait la longue mémoire, et donc n'hésite pas parfois tout de même à monter au créneau pour défendre cette industrie. Alors, le cadre le voici esquissé. Je propose deux repères historiques. Tout d'abord, les considérations d'Alexis de Tocqueville, qui est le contemporain d'un Michel Chevalier qui visite les États-Unis, Saint-Simonien, et qui en rapporte une analyse économique fondée aussi sur l'exaltation de la mobilité américaine. Et il dit, voilà, les États-Unis sont, à l'époque, simplement déjà 10 fois plus grands que la France, ils s'arrêtent au Mississippi, ils vont encore croître pour leur marché intérieur, mais Michel Chevalier le dit explicitement, c'est mieux géré que la France. C'est mieux géré que la France parce que les liaisons entre les hommes, ils sont plus performantes. Et Alexis de Tocqueville l'interprète en termes également sociologiques et politiques, avec une perspective libérale du XIXe siècle, rien à voir avec quelconque ultralibéralisme, enfin je ne vous l'apprends pas, et donc Alexis de Tocqueville en revient avec ce qu'il qualifie de quelque chose de sensible, que l'Amérique fait toucher du doigt, c'est-à-dire que la mobilité accroît la prospérité. Donc ceci, Tocqueville en est absolument convaincu. Et ce phénomène d'un accroissement de la prospérité d'un État par un accroissement de tous les modes, et là c'est une conjonction, il n'y a aucune exclusive de mode, évidemment, et il invente la multimodalité, eh bien Alexis de Tocqueville perçoit qu'il y a là l'un des secrets de la puissance montante des États-Unis d'Amérique, qui au cours du XIXe siècle, étant donné qu'ils ont réglé les problèmes institutionnels, je vous rappelle qu'ils ne changent pas de constitution alors que la France en change 10 fois, entre la fin du XVIIIe et le début du XXe siècle, eh bien, il y a un travail sur l'économie, sur l'intérêt qui est fait, qui annonce la superpuissance à venir. Le deuxième texte, il est plus méconnu, c'est le texte du premier architecte urbaniste français qui s'appelle Eugène Hénard, qui a écrit quelque chose qui s'intitule L'étude sur les transformations de Paris. Et dans cette étude sur les transformations de Paris, Eugène Hénard propose une analyse, une typologie, la première du genre, des circulations à Paris. Et il distingue tous les paradoxes, tous les antagonismes. Il distingue toutes les incompatibilités entre les différents usages de la voirie. Il distingue les horaires. Il distingue les lieux où la circulation est congestionnée et autres questions. Bref, il donne une vision plurielle du fait circulatoire. Et évidemment, nous sommes obnubilés par notre propre circulation. Prendre le métro bondé sur la ligne A, sur la ligne 1, le RER bondé tout autant sur la ligne A, soit dit entre parenthèses, encore une fois, perspective et focale élargie à l'échelle mondiale, le trafic de la ligne A du RER ne serait que le 20e de Tokyo. Et cela pose des problèmes difficilement solubles. Et pourtant, les Japonais fonctionnent avec 20 lignes plus chargées que la ligne du RER A. Comment ça se passe? Eh bien, autrement, indiscutablement, il y a aussi probablement des questions culturelles qui rentrent en ligne de compte. C'est en quoi eh bien, les voyages peuvent former ici la réflexion. Alors, Eugène Hénard pose ici un bouquet de mobilité. C'est un mot très à la mode, l'offre, le bouquet, etc., etc. Puis il dit, bah voilà, j'ai pas de solution, mais il est contemporain des débuts de l'automobilisme. Il les voit, il emploie le terme d'ailleurs, et puis il porte beaucoup d'espoir, et Eugène Hénard est, soit dit en passant, le concepteur d'un authentique lieu de mémoire français, injustement honoré à mon avis, le sens giratoire de la place de l'Étoile. 1907. Et le sens giratoire de la place de l'Étoile, c'est la logique du flux qui l'emporte définitivement sur la logique de l'espace public traditionnel. Et c'est surtout quelque chose qui universellement va s'appliquer à Piccadilly Circus, à Columbus Circus à New York, etc. Et toutes les places un peu lourdes à l'échelle de la planète vont adopter ce système. Et donc il y a là une invention qui est révolutionnaire, dont on doit à Hénard la paternité. Alors j'en viens à quelques mots, mais comme je risque d'être long, n'hésitez pas à m'accélérer. Je dispose encore d'un quart d'heure à peu près. Voilà. Donc, Disons 10 minutes comme ça. 10 minutes, voilà, je vous remercie de prévenir le débordement. Le M, alors j'en viens quand même à l'essentiel. Le M, c'est le M que je retiens, c'est le M de motilité. Donc l'essentiel, vous avez bien compris, c'est des mouvements, c'est de la mobilité, c'est... voilà. Mais la motilité, c'est la conjonction du capital et de la mobilité.
C'est un raisonnement extrêmement marxiste. Le capital est présent et chacun a un capital de mobilité. Il s'agit de bien investir. Un capital qui est limité. Et tout le monde n'a pas le même capital. Et il y a de fortes inégalités devant la motilité. Et parfois, au nom des meilleurs sentiments, eh bien, on aggrave ces inégalités devant la motilité. Et donc, ce concept est celui du sociologue Vincent Kaufmann, qui sera bientôt publié dans la collection Culture Mobile chez Descartes. Eh bien, ce sociologue extrait de ce concept une nouvelle lecture de l'organisation spatiale des sociétés, des villes, évidemment. Et en fonction de votre éloignement des nœuds de trafic, en fonction de votre accessibilité, vous n'êtes pas le même citoyen. Il y a là des enjeux lourds, on va recroiser ces mots, le suspense est un peu banal, mais autour de l'exclusion, tout simplement, autour du lien social que la mobilité engendre. Et donc c'est en cela que la mobilité n'est en rien, et cela a été dit dans l'introduction, fonctionnelle. Je ne connais rien de plus impliqué dans le tissu social que la mobilité. La mobilité est fondamentale pour l'insertion professionnelle, l'insertion sociale, etc. Alors la mobilité, c'est aussi une mode, ça a été dit. Ce sont aussi des modes de transport. Et si la SNCF a quelques progrès à faire, les constructeurs automobiles ont quelques progrès à faire. Il y a là, indiscutablement, un raisonnement qui est périmé, si l'on s'arrête au moment où on démarre et on arrête la voiture. Tout le système qui va avec, on va le revoir, eh bien, il est primordial. C'est cela qui engendre véritablement la mobilité. Les autres mots, je passe vite, mais la multiplicité des mondes, nous en avons parlé. Les enjeux mondialisés, nous en avons également parlé. Les marchés. Le problème de la taxe carbone, c'est que sur le marché, elle n'est pas très populaire. Il y a là des éléments de compétitivité internationale qu'il s'agit de prendre en considération et qui, appliqués dans un endroit du monde, peut parer cet endroit du monde de toutes les vertus, il ne lui donnera pas une compétitivité internationale. Donc c'est peut-être se tirer une balle dans le pied de ce point de vue-là. En tout cas, c'est ce qui a été manifestement compris à court terme. Ensuite, il y a des marchandises. Et j'insiste sur ce fait, dès maintenant. La mobilité, c'est une affaire de personnes. C'est essentiellement de cela, finalement, dont je vais parler, dont je peux être spécialiste. Mais il faut avoir une petite idée du trafic marchandises, du trafic container. La vraie innovation mobile à l'échelle planétaire, c'est le container, the box, ce qui a changé le monde. Donc il y a une bibliographie abondante sur ce sujet, et je vous invite à parcourir les grands espaces à containers du monde. Faites l'expérience, enfin, j'en ai fait l'expérience récemment à Los Angeles, c'est-à-dire un peu plus loin, vers le sud, à Long Beach. Long Beach, vous traversez l'Axe, donc l'aéroport de Los Angeles. C'est immense, d'accord. La freeway, on prend 10 minutes, une demi-heure si c'est congestionné pour traverser l'aéroport sur une autoroute. Mais après, vous arrivez dans la zone à containers. Et si l'aéroport est immense, la zone à containers est 4 fois plus grande. Et donc vous êtes là devant le fond de la mondialisation. Et ces boîtes de containers, les quelques compagnies, une compagnie française qui est bien placée, qui a des difficultés, enfin bon, les quelques compagnies qui se partagent le marché des marchandises, ce sont là les éléments essentiels de la mondialisation de cette mobilité. Et il arrive que les containers peuvent même transporter des personnes, c'est là aussi une tension. C'est-à-dire que les tensions liées à l'immigration, à cette mobilité à laquelle il faut songer également, eh bien, elles utilisent les containers. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de hasard. Mais enfin, petite incise quand même, parce que la mobilité des marchandises est absolument décisive. Et il y avait au comité des constructeurs français d'automobiles récemment une journée consacrée à l'utilité de l'utilitaire, le petit véhicule utilitaire, celui qui va vous doubler de façon éhontée, celui qui bouchonne la rue pour sa livraison, etc. Ben oui, mais enfin, vous le retirez, la ville ne vit plus. Et donc, il y a là une utilité fondamentale de souplesse que l'automobile, eh bien, avec ses utilitaires, est à même de produire. Alors, la multimodalité, j'en ai déjà parlé. La modernité, oui aussi, parce que c'est à la mode, les transports, et c'est un phénomène de mode. On le connaît bien dans l'automobile, il s'agit d'être fashion. Eh ben, il y a aussi des modes de transport public qui peuvent être à la mode, le tramway. Plus à la mode que le bus en site propre, alors que le bus en site propre, bien exploité, peut être tout aussi efficace et beaucoup moins cher. Donc vous avez là des réflexions aussi de long terme qui exigent un marketing politique. Nous allons passer au haut, qui est des objets, mais je les oublie. Mais je les oublie avec Bruno Latour. C'est-à-dire que le fétichisme de l'objet, il est à bannir. Il ne faut pas y penser. La sociologie des sciences montre bien, et un objet particulier en région parisienne qui était le métro, enfin pas le métro justement, qui était un mix entre l'automobile individuelle et le système de transport public, Aramis, ça a été un échec.
Mais il faut oublier l'objet, il faut oublier le tramway, il faut oublier la voiture, il faut oublier le vélo. C'est pas de cela dont je parle, évidemment. Et la tour, pour cela, donne eh bien, le fond de jeu intellectuel et doctrinal qui permet de s'affranchir à ce stade de l'objet, même s'il revient en force au bout d'un moment, et vous êtes obligé de passer par un mode, il y a un truchement qui est indispensable à un moment ou à un autre. Alors les autres, le B, c'est le B du bilan. Des bilans. S'il faut faire le bilan du bilan carbone, le bilan de chaque mode, mais pas moi usager, c'est-à-dire le bilan aussi chez le producteur, et le bilan en amont de la production de l'énergie, etc., etc. Et l'automobile électrique, bon courage. Donc là, il y a des questions sur le bilan du bilan. Et donc, il va falloir trouver eh bien, des manières d'équilibrer, et le balance, c'est le balance anglo-saxon, c'est des équilibres qu'il s'agit naturellement de pointer. Et à l'échelle planétaire, je rappelle, et puis le deuxième est parisien, un pourcentage, les 6%, c'est les 6% du transport à la contribution du réchauffement climatique, enfin à toutes ces émissions, etc. 6%. Donc il y a aussi d'autres secteurs. Donc il n'y a pas de raison de stigmatiser outrageusement l'automobile en l'occurrence. Et donc, ou le transport routier. Donc cette échelle est également à prendre en considération. Mais évidemment, on l'a sous les yeux, puis en plus ça fait du bruit. Et parfois ça tue. Donc ça, ce sont des choses qui deviennent totalement insupportables. Les deux autres 80 que je propose, là c'est lié à l'expérience que j'évoquais tout à l'heure du Grand Paris, la réflexion sur le Grand Paris. Et très vite, j'ai constaté qu'on n'était pas très intéressé par la question de la mobilité en voiture individuelle. C'est-à-dire que ce n'était pas à la mode. Et même si 80% de la ville d'aujourd'hui, du Grand Paris, je dis bien, est construite aujourd'hui, la ville de dans 30 ans, qu'on nous annonce, ça ne va pas aller si vite. Hein. L'historien de l'urbain que je suis est bien placé pour savoir qu'il y a des longues durées de l'urbanisme, il y a des longues durées de l'échelle urbaine. Donc à 80%, la ville est là. 80%, la Défense est là. Il y aura peut-être d'autres immeubles, hein. Jean Nouvel reviendra peut-être, mais vous avez là l'essentiel qui est fait. Donc il s'agit de changer par rapport à l'essentiel. Mais c'est essentiel qui existe à 80% aujourd'hui, bah, il fonctionne à 80% avec l'automobile. Et donc est-ce que le raisonnement sur l'optimisation de ce qui fonctionne à 80% aujourd'hui, de façon insatisfaisante certes, mais enfin quand même aussi, les gens le veulent bien. Donc on peut tolérer 5 minutes de congestion absolue, ce qui est rarissime, pour le gain qui est espéré de multiplier les déplacements, d'être un individu en archipel, à certains égards, libéré d'autres contraintes. Et bien ça existe à 80% aujourd'hui comme ça. Et donc il y a une forme de fatalité, je suis désolé de le dire, mais à court terme, ça va moyennement évoluer, d'autant plus s'il n'y a plus de sous. Donc cette logique-là, il s'agit plutôt de réfléchir en termes d'optimum qu'en termes de bouleversement, et c'est en cela que je disais qu'il n'y aura pas de révolution. Il n'y aura pas de révolution à court terme, à moins, et l'historien le sait aussi, qu'il y ait un événement. Et l'occupation était un événement, mais on n'en souhaite pas de tel, évidemment. Donc le I, le I c'est les itinérances, le I ce sont les inégalités, les initiations que requiert un mode de déplacement. Et là encore, on est dans de l'exclusion, qui peut être de l'exclusion générationnelle. Le 2.0 vaut à peine encore pour moi, mais je suis un regard, je suis d'accord, mais c'est historien, d'accord. Enfin, je suis pas si vieux, et certains vont peut-être avoir du mal à se raccrocher au 2.0. Donc c'est aussi une donnée à prendre en considération. Le I, c'est celui d'investissements qui sont considérables. Le I, c'est celui d'individus. Je réintroduis la problématique tocquevillienne dans la logique. Le I, c'est celui de l'injonction, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions auxquelles l'usager est tenu de répondre, de se maintenir au bilan carbone parfait, etc. Le I, c'est celui de l'innovation, qui est à distinguer de l'invention, car une invention n'est pas une innovation est une invention acceptée socialement, et donc il s'agit de transformer l'invention, et ça c'est social et culturel, donc il faut une pédagogie politique qui est par derrière. Le I, c'est aussi celui des imaginaires, et sans imaginaire, eh bien, il n'y a pas de mobilité absolue, de mobilité rêvée, pardon, et donc de réflexion valable sur un avenir, et Concorde, même si ça a été un échec, je vais y revenir, eh bien, ça a développé, ça a ouvert quelques portes. Et Airbus en est pour une bonne part l'héritier. Et puis, cela doit passer dans des États constitués par des institutions. Et les institutions ont un rapport avec l'État, bien évidemment, mais pas seulement. Elles ont des logiques privées, elles ont des logiques marketing, elles ont des logiques économiques. Et donc, les institutions rentrent naturellement, mais vous en êtes très conscient, dans cette ligne de compte. Le L, c'est un peu comme le O, vous me pardonnez cette pirouette, je l'exclus.
provisoirement. Et j'en passe au deuxième I, celui des industries, celui de l'insertion. Les industries, oui, les industries lourdes. Hein. Il y a des emplois dans ces secteurs, donc c'est stratégiquement tout à fait important. Le I, c'est celui de l'insertion, je ne développe pas. C'est celui de l'immobilité. Et là, je retrouve Bruno Latour, car Bruno Latour, dans cet ouvrage, dont vous avez également le flyer, qu'il a préfacé, qui s'intitule donc « De l'histoire des transports à l'histoire de la mobilité », qui est le fruit d'une grande conférence que nous avions organisée avec mon collègue Guy Guenot à Paris, eh bien Bruno Latour nous a donné une préface sur les immobiles de la mobilité. Et sans passage clouté, pas de système automobile. Sans ballast bien conçu de TGV, pas de TGV. Et donc, sans immobile, sans fonctionnaire, pas au sens étatique du terme, mais sans fonction liée à la mobilité, mais fonctionnaire immobile, par définition, on ne peut pas leur reprocher d'être immobile, c'est leur métier. Eh bien, il y a là un gage, une garantie pour la mobilité générale. Et donc, ça se passe beaucoup dans les infrastructures, et sans infrastructures de qualité, contrôlées, normées, etc. Pas de mobilité. Donc, il y a là des éléments. Puis, il y a des idéologies. J'en ai déjà dit un mot, peut-être trop. Donc, on pourra en reparler. Retour à ce cadavre exquis. Le T, c'est celui des tensions. Des tensions que crée ce secteur, indiscutablement. Donc, il y a là toute une réflexion à accomplir autour d'un moyen de rendre pacifique ce secteur qui peut être conflictuel. Il est conflictuel localement, donc dans des territoires. Et le territoire est le contraire de l'espace, enfin en tout cas c'est autre chose que l'espace. C'est un espace utile, c'est un espace pensé, c'est un espace raisonné, c'est un espace rentabilisé. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de mobilité hors territoire. Parmi les échecs et les inventions, les innovations, les modes, j'aurais pu citer l'aérotrain. L'aérotrain, son problème, c'est de ne pas avoir trouvé de territoire. Belle invention, mais invention irréaliste en termes urbains, et donc invention inapplicable. Et la seule portion de ligne qui subsiste contre orties et feuilles et mauvaises herbes, c'est en Beauce, qui ne sert à rien. Et donc, évidemment, là, vous aviez un territoire propice à des essais, mais pas au passage de l'innovation. Alors, parmi les immobiles, je pourrais y revenir, mais enfin, il y avait un exemple particulièrement urbain, qui est le trottoir. Le trottoir est la norme de l'urbanité, et le trottoir est la norme, finalement, de la mobilité, des mobilités diverses, fonctionnalisées. Donc, il y a des petits enjeux. Puis le T, c'est aussi celui de taxes, mais enfin bon, je ne vais pas m'étendre sur ce domaine qui me porterait trop vers l'économie à laquelle j'arrive, les économies au pluriel, les économies emboîtées, des économies qui dépendent des échelles auxquelles on se place. Et au titre des échelles, et je les mets en concordance avec l'explosion des mobilités, je prendrai l'échelle du Vélib. L'échelle de cette belle invention, dont je suis un usager parisien, ayant la chance d'habiter à Paris. Le trafic Vélib, sur la rue de Rivoli, dans le sens unique, aux heures de pointe, un jour où il fait beau. C'est 500 vélos par jour. 500. Sur la ligne A du RER, circulent près d'1 200 000 personnes. Sur les bus de la rue de Rivoli, dans les bus de la rue de Rivoli, circulent 100 000 personnes. Sur la voie express, circulent 50 000 voitures par jour. Et j'ai oublié la ligne du métro, la ligne 1. Une petite idée des échelles de communication. Donc là, il faut conserver ceci en tête lorsque l'on évoque ces questions si importantes. Il faut donc se méfier des expertises, y compris de la mienne, évidemment. Mais les expertises sont concurrentes. Il y a là des enjeux qui, évidemment, aujourd'hui, pour les plus présents d'entre eux, ont trait à l'énergie, aux énergies. Et donc c'est un débat largement ouvert, mais un débat qui a déjà été joué. Il faudrait refaire le match, là. C'est-à-dire que le match des sources d'énergie, par exemple, pour l'automobile, il a eu lieu au début du siècle. Et les voitures électriques, on a su en faire. Et on a toujours su en faire pour des espaces bien limités. Au Halles de Paris, les livraisons internes étaient assurées par des petits véhicules électriques. La première voiture à avoir dépassé les 100 km/h, cette icône mondiale, elle n'a jamais contente. En 1899, elle est au musée de la voiture et du tourisme de Compiègne. Donc on a su faire, on a su faire. Et qu'est-ce qui a fait que ces inventions n'ont pas percé au stade de l'innovation? Alors peut-être que le basculement culturel, social, ne s'imposait pas à ces périodes, et peut-être qu'il s'impose aujourd'hui, et peut-être est-il crédible aujourd'hui. Donc il y a là des ouvertures sur ces compétitions. Alors le S aussi, pour en finir, donc le S de mobilités au pluriel,
c'est celui de speed, parce que la clé de tout, c'est aussi l'idée que l'on ne va pas perdre de temps dans son déplacement. Donc c'est celui de la vitesse. Pardonnez l'artifice qui consiste à passer quand ça m'arrange à l'anglais. Mais vous avez là, eh bien, celui aussi du spectacle et des sports. Finalement, la Formule 1 peut servir, si elle est fidèle à son rôle d'être pionnière dans les innovations, eh bien, elle peut servir de vitrine. Donc, pour lancer des techniques, des modes, etc., etc. Le S, mais vous l'avez compris, c'est celui de système et de réseau. Le Vélib n'est rien sans le système et sans le réseau. Et le système automobile n'est rien, l'automobilisme n'est rien sans un système derrière. C'est celui de science, de société. Enfin, c'est celui de service. Éventuellement public. Donc, le I d'impôt est là juste derrière également. Donc, le T de taxe aussi. C'est-à-dire que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Et Vélib n'est pas gratuit. Loin de là. C'est-à-dire que Jean-Claude Decaux fait une bonne affaire ailleurs. Et Jean-Claude Decaux a sa propre échelle de valeur, qui rend le Vélib rentable. Mais le bilan général du Vélib est aussi à prendre en considération, et par exemple à opposer à la prétendue non-vertu des constructeurs automobiles qui délocaliseraient leur production. Mais où sont fabriqués les Vélib? Dans l'Est de l'Europe. Donc, réflexion à mener de bout en bout, et qui est tout à fait importante à prendre en considération. Enfin, le L, c'est la lettre que j'ai fait mine d'oublier. C'est le L quand même de liberté. Liberté au pluriel. Et là, lorsque je dis ça avec devant des ingénieurs, des élèves ingénieurs ou des historiens qui sont peut-être un peu plus sensibles, c'est un mot qu'on a tendance à oublier. C'est-à-dire que l'assignation à un mode de transport et l'assignation à l'efficiency, l'assignation à une donnée statistique, elle occulte un bon élément qui rentre en ligne de compte lorsque l'on décide d'entreprendre un déplacement. C'est-à-dire que si l'on n'y voit qu'une contrainte, eh bien il est perçu comme une contrainte, et il est perçu comme subi, et donc on n'en est jamais satisfait. Et donc est-ce que le but c'est simplement d'obtenir des gens jamais satisfaits, les usagers du métro parisien le traduisent par leur visage, ou est-ce que le but, eh bien c'est éventuellement de réinstiller une forme de goût, de liberté, etc., etc. Donc je ne détaille pas les trois images, je cite quand même ce que je voulais dire de John Ury, qui est un grand sociologue des mobilités britanniques. John Ury explique, c'est une hypothèse, que peut-être les vies mobiles n'ont eu qu'un temps. Les vies mobiles n'ont eu qu'un temps. C'est-à-dire que ce temps, il est déjà passé. Et on serait en cela fidèle à cette parole de Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez tous, qui dit que demain, nous irons moins vite, moins souvent, moins loin, et pour plus cher. Et donc, est-ce cela, ce nouveau paradigme qui succède au paradigme de la société saint-simonienne qui, sur 2 siècles, s'est très largement développée? Alors, pour en revenir, car le cadavre de la mort des transports, il est exquis, pour y revenir, c'est quand même cette dernière promotion que je fais pour ceci, les cultures du volant. Pour dire que conduire, c'est culturel. Et vous savez bien, et vous l'éprouvez peut-être, certains y sont réfractaires, mais il y a un goût de la conduite automobile. Il y a une vision totalement utilitaire de l'objet, du produit, mais même les conducteurs de Logan peuvent avoir un vrai goût pour la conduite automobile. Même les conducteurs, mais là de diesel. Pour un vrai amateur d'automobile, c'est une plaisanterie. Donc, dans cette logique-là, il y a une épaisseur culturelle et historique qui est très proche de la liberté. Et finalement, les fondateurs du système automobile, eh bien, ils n'étaient pas entravés par toutes les contraintes que l'on connaît aujourd'hui du fait de la massification des sociétés, etc., etc. Mais j'attire votre attention sur le fait que quiconque s'intéresse au phénomène automobile est très conscient du fait que vous avez une petite poche de réfractaires. Et je dirais heureusement. Et donc c'est cela qui permet à cette lettre liberté d'avoir quand même tout son sens dans l'explosion des mobilités à venir. Je vous remercie.